Imaginons un instant. Un père et sa petite fille partagent un moment super privilégié. Ils sont plongés dans un livre d'activité. C'est censé être du temps de qualité pur. Ouais, le genre de moment qu'on veut tous préserver. Exactement. Et puis, il y a ce minuscule flottement, une seconde. Une seule petite seconde de léger ennui ou juste un silence. Et là, par pur réflexe, la main du père glisse dans sa poche. Il sort un téléphone et commence à faire défiler un fil d'actualité. Sans même y penser, en fait, c'est pavlovien. C'est ça. Sa fille lui pose une question avec beaucoup d'enthousiasme et lui, il marmonne une réponse totalement absente, les yeux rivés sur l'écran. Quand il relève enfin la tête, le moment est complètement brisé. Elle est partie jouer ailleurs. Ah, c'est le genre de scène qui fait mal au cœur, honnêtement. Grave. Et ce père, c'est l'auteur des recherches sur lesquelles on se penche aujourd'hui. Et cette histoire, c'est l'illustration un peu glaçante d'une réalité qu'on connaît tous beaucoup trop bien. C'est un point de départ vraiment saisissant parce que ce n'est absolument pas un incident isolé. Ce genre de déconnexion humaine, causée par un écran, ça se produit des dizaines, voire des centaines de fois par semaine pour la plupart d'entre nous. Ouais, on est tous coupables de ça, hein. Totalement. Ce petit rectangle de verre, c'est carrément devenu une extension de notre système nerveux, quoi. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'on a récemment exploré en profondeur nos paysages mentaux, la nature de nos fameux déclencheurs internes, nos valeurs. Mais il faut bien affronter le monde physique à un moment donné. Et le téléphone, c'est le boss de fin du monde physique. Ah, mais clair. Et il y a un paradoxe absolument fascinant avec le smartphone. D'un côté, c'est un miracle technologique. Essayer de faire une désintoxication numérique totale et de repartir avec un vieux téléphone à clapet des années 2000, c'est souvent un échec cuisant. Bah oui, parce qu'on en a besoin, en fait. C'est ça, on a besoin du GPS pour pas se perdre, on écoute des livres audio, on gère nos comptes bancaires, et puis c'est comme ça qu'on garde le contact avec des proches à l'autre bout du monde. Mais de l'autre côté, ce même appareil, c'est le trou noir de notre attention. Cela soulève une question importante. Comment on fait pour faire cohabiter cette utilité indéniable avec ce pouvoir de distraction massif? Genre, comment tirer le meilleur de ces appareils sans qu'ils tirent le meilleur de nous-mêmes? Vaste programme. Ouais, mais pour comprendre ça, il faut d'abord poser une distinction vitale. Une nuance que la psychologie populaire a vraiment tendance à effacer, tu vois. Il y a une différence fondamentale entre le fait d'être dépendant d'une technologie et le fait d'en être accro. Attends, la frontière est quand même super floue, non? Je veux dire, quand je panique parce que j'ai oublié mon téléphone chez moi, en tant que fille hyper connectée, c'est de la dépendance ou de l'addiction? Eh bien, c'est de la dépendance, et ce n'est pas nécessairement pathologique. Ah, ouf, tu me rassures. Bah oui, en fait, nous sommes dépendants de beaucoup de choses, sans en être accros. Par exemple, nous sommes dépendants de nos manteaux en hiver pour ne pas geler, ou des transports en commun pour aller travailler. La dépendance signifie juste que l'outil remplit une fonction nécessaire et utile. D'accord, je vois la nuance. Et l'addiction alors? L'addiction, ou disons la perte de contrôle compulsive, ça survient lorsque l'utilisation de cet outil nous éloigne activement de nos objectifs, ou de nos valeurs, ou de notre bien-être. C'est l'utilisation frénétique qui n'apporte genre aucune valeur ajoutée. Ok, c'est une distinction qui fait du bien à entendre. Ça veut dire qu'on n'a pas à jeter le bébé avec l'eau du bain. L'objectif de notre discussion aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est pas de plaider pour un retour à l'âge de pierre. Ah non, surtout pas. L'idée, c'est de devenir des hackers de notre propre technologie, de reprendre le contrôle de cet appareil de manière très concrète, en 4 étapes simples. Alors, par où on commence quand on a cette machine dans les mains? Je suppose que la première réaction logique, c'est de faire un grand nettoyage par le vide, non? Tout à fait. C'est l'action la plus directe. Il faut purger ce qu'on appelle les applications zombies. Les applications zombies, j'adore le terme. Ouais, c'est très visuel. Si l'on repense très brièvement à notre analyse des déclencheurs externes qu'on a vus précédemment, chaque petite icône colorée sur cet écran, en fait, s'agit comme un appel du pied. Ouais, un petit signal qui te dit clique-moi, clique-moi. Exactement. Et la règle d'or pour faire le tri est assez brutale mais super nécessaire. Il faut se demander, est-ce que ce déclencheur sert mes intérêts ou est-ce que c'est moi qui sers les siens? Ah, c'est tellement vrai. Moi, la première, je télécharge une application pour louer une trottinette dans une ville où je suis en vacances pour 3 jours et genre 2 ans plus tard, l'application est toujours là, cachée sur le 4e écran de mon téléphone. Et tu l'as jamais rouvert. On se dit toujours: «Oh, au cas où», mais en réalité, elle ne fait qu'encombrer l'espace. Visuellement, ça crée un fouillis mental dingue et techniquement, ça pompe de la batterie et des données en arrière-plan avec des mises à jour invisibles. Et psychologiquement, le coût est vraiment réel. Le cerveau humain fonctionne par reconnaissance de forme et d'opportunité. À chaque fois qu'on balaye un écran rempli de dizaines d'applications inutilisées, le cerveau doit faire
Un micro-effort de filtrage. Juste pour ignorer ce qui n'est pas pertinent. C'est ça, c'est une fatigue décisionnelle invisible. Mais attention, la question du tri devient beaucoup plus complexe quand on aborde des choses comme le divertissement. Ah, justement, j'allais y venir. Parce que, bon, supprimer une application de trottinette ou une appli de recette de cuisine qu'on n'utilise pas, ça demande franchement aucun effort émotionnel. Et c'est clair. Mais les jeux ou les réseaux sociaux, est-ce qu'on doit tous devenir des moines austères de la productivité et tout raser? Pas du tout. Et c'est là que la notion d'intentionnalité entre en jeu. Prenons les jeux vidéo sur mobile par exemple. Beaucoup sont de véritables chefs-d'œuvre de conception. Le problème n'est pas le jeu en lui-même. C'est le moment où on y joue, c'est ça? Voilà. Le problème survient si ce jeu, avec son icône super flamboyante, se trouve directement sous notre pouce, genre un mardi matin pendant une réunion cruciale, et qui nous appelle. S'il ne correspond pas à la façon dont on a consciemment décidé de gérer ce moment précis de notre temps, il devient un parasite. Mais attends, là je vais te pousser un peu dans tes retranchements, parce que ça soulève un énorme problème pratique. Si j'adore vraiment regarder des vidéos sur YouTube ou flâner sur Instagram, et que je décide de supprimer l'application de mon téléphone pour éviter cette tentation du fameux mardi matin, la méthode conseille de déplacer cette activité sur un ordinateur de bureau, c'est bien ça? Oui, c'est l'étape 2, la séparation stratégique. D'accord, mais si je déplace mes réseaux sociaux sur mon ordinateur portable, est-ce que je ne vais pas juste m'asseoir dans mon canapé et passer 3 heures scotché à mon clavier le soir au lieu de mon téléphone? En quoi ça résout vraiment l'addiction, ce déplacement? C'est une excellente objection. Vraiment. Pour comprendre pourquoi le déplacement fonctionne, il faut s'intéresser à la mécanique de la friction et à la psychologie de notre environnement. L'objectif, en fait, ce n'est pas d'éradiquer le comportement de divertissement. C'est de le contrôler. Exactement. C'est d'éradiquer la compulsion inconsciente. Le téléphone est redoutable précisément parce qu'il n'offre absolument aucune friction. Il est toujours dans la poche, prêt à combler la moindre microseconde d'ennui dans la file d'attente du supermarché. C'est le réflexe pavlovien pur. La main part toute seule, comme pour le père dans notre histoire du début. C'est tout à fait ça. Quand on déplace l'accès à ces services, genre YouTube, vers un ordinateur portable, on réintroduit de la friction physique. Ouais, faut se lever, aller chercher l'ordi. C'est ça. Il faut se lever, ouvrir l'ordinateur, attendre qu'il sorte de veille, ouvrir un navigateur, taper une adresse. Et ces quelques secondes de délai, cet effort supplémentaire, c'est souvent suffisant pour que notre cortex préfrontal, la partie logique de notre cerveau, reprenne le dessus. Et qu'ils se disent, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça maintenant? Voilà. Si, après cet effort, on passe 3 heures sur YouTube de manière délibérée, c'est un choix. Ce n'est plus un réflexe qu'on subit sans s'en rendre compte. C'est brillant. On change carrément le contexte environnemental de l'habitude. Et d'ailleurs, dans cette idée de casser les réflexes, il y a une astuce que je trouve géniale et tellement simple dans cette approche. C'est de remettre une simple montre à son poignet. Ah oui, le classique. Bah oui, parce que l'excuse numéro 1 pour sortir son téléphone de sa poche, c'est toujours « je voulais juste regarder l'heure ». Et là, paf, l'écran s'illumine, on voit une alerte info, un message, une notification d'achat. Et genre 20 minutes plus tard, on est perdu dans un article Wikipédia sur la reproduction des loutres sans avoir la moindre idée de comment on en est arrivé là. C'est le piège absolu de l'appareil à tout faire. En remettant une montre à notre poignet, on délègue cette fonction très spécifique à un outil monotâche. L'outil fait exactement ce qu'on lui demande et rien de plus. Tu regardes l'heure, tu as l'heure. L'interaction s'arrête là. Est-ce que le fait qu'un smartphone puisse tout faire signifie vraiment qu'on doive le laisser tout faire? Poser la question, c'est y répondre. Absolument. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois qu'on a fait ce tri de base, l'étape 1 et 2, qu'on a supprimé le superflu et déplacé les tentations vers l'ordinateur, il nous reste quand même un téléphone dans la main, avec des applis dessus. Comment est-ce qu'on gère l'écran d'accueil, cette étape 3 de réorganisation, pour qu'il ne soit pas un champ de mine dès qu'on le déverrouille? Pour ça, il y a l'approche de Tony Stubblebine qui est particulièrement éclairante. Tony Stubblebine, c'est bien l'ancien 6e employé Twitter, c'est ça? C'est ça. C'est un véritable expert de la psychologie des plateformes. Il connaît vraiment de l'intérieur les mécanismes de captation de l'attention. Et son modèle propose de diviser les applications restantes en 3 catégories mentales et spatiales très distinctes. Les outils, les aspirations et les machines à sous. Ok, explorons ça parce que c'est super visuel. La première catégorie, les outils, ça me semble assez évident. Ce sont les applications utilitaires, genre l'appareil photo, le GPS, l'agenda. Exactement. Des applications avec un début, un milieu et une fin claire. On entre, on fait l'action, on sort. Stubblebine dit de ne garder que ça sur le tout premier écran d'accueil. Pas plus de 5 ou 6. Et la deuxième catégorie,
Les aspirations, ça sonne très développement personnel. C'est un peu ça. Les aspirations, ce sont les applications qui nous poussent vers la personne que nous voulons devenir ou ce qu'on veut vraiment faire de notre temps libre. Genre une application pour apprendre une langue ou un truc de dictation. Voilà. Ou une application de lecture, ou pour écouter des livres audio. Ce sont des déclencheurs externes positifs. En les plaçant sur l'écran d'accueil, juste à côté des outils, on s'assure que notre premier contact visuel avec le téléphone nous rappelle nos valeurs et nos objectifs. J'adore cette idée. C'est comme mettre ses baskets de sport en évidence dans le couloir. Mais alors, la troisième catégorie, le nom parle carrément de lui-même, les machines à sous. C'est un terme super puissant pour désigner les réseaux sociaux ou les messageries instantanées. Mais pourquoi ce terme exactement? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'on compare X ou Instagram à un casino? Eh bien, c'est lié à un mécanisme psychologique extrêmement puissant, appelé la récompense variable. C'est un concept découvert par le célèbre psychologue B.F. Skinner. Celui avec les pigeons et les rats dans des boîtes? Exactement. En fait, dans notre cerveau, la dopamine n'est pas l'hormone du plaisir proprement dit, contrairement à ce qu'on entend souvent. C'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Oh, l'anticipation. La nuance est énorme. Elle change tout. Quand on tire le levier d'une machine à sous, ou quand on glisse notre doigt vers le bas pour rafraîchir un fil d'actualité sur notre téléphone, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. C'est la surprise permanente. Parfois, c'est totalement inintéressant, mais parfois, c'est une image drôle, une nouvelle choquante ou un like sur notre photo. L'incertitude est la clé. C'est l'incertitude qui crée l'addiction, en fait. Absolument. L'imprévisibilité de la récompense inonde le cerveau de dopamine et nous pousse à recommencer. Encore et encore. À la recherche du prochain jackpot d'informations. C'est flippant quand on y pense. Oui, et c'est pour cette raison vitale que ces machines à sous numériques doivent être catégoriquement bannies de l'écran d'accueil principal. Si on décide de les garder sur le téléphone, parce qu'on en a quand même l'utilité parfois, elles doivent être enterrées sur un écran secondaire, voire cachées au fond d'un dossier. Ce qui m'amène à une tactique, un petit changement de comportement que ceux qui nous écoutent peuvent appliquer dans la seconde. C'est un truc qui change complètement la donne. Il faut cesser de faire défiler les pages d'application pour chercher une icône. Ah oui, la fameuse navigation par balayage. Et par exemple, notre regard croise inévitablement toutes ces autres icônes colorées. Des icônes qui, rappelons-le, sont conçues par les meilleurs experts mondiaux en design pour capter notre regard. C'est comme traverser tout le casino pour aller aux toilettes en espérant naïvement ne pas être tenté par les machines qui clignotent sur le chemin. L'analogie est parfaite. Tu te fais forcément alpaguer. Du coup, la solution? Utiliser exclusivement la barre de recherche du téléphone. C'est d'une efficacité redoutable et le mécanisme sous-jacent est vraiment fascinant. Lorsqu'on glisse le doigt pour ouvrir le champ de recherche et qu'on doit physiquement taper sur un clavier les lettres INST, on passe d'une navigation passive et visuelle à une action active et verbale. Ça demande un vrai effort en fait. Voilà, cela exige de notre cerveau de formuler une intention explicite. On ne peut pas juste taper par hasard sur une application. La friction cognitive de l'orthographe brise la transe du défilement. C'est un peu comme devoir écrire le nom du gâteau qu'on veut manger sur un bout de papier avant d'avoir le droit d'ouvrir le frigo. Ça donne vraiment le temps de réfléchir. Exactement. Bon, on a fait le ménage, on a déplacé les usages, on a caché les machines à sous, on a arrêté de swiper. C'est déjà énorme. Mais il reste l'étape 4, le boss de fin, le paramétrage pour faire taire le bruit. Le pire de tous, les notifications. Ah, les notifications, le cœur du réacteur. Et là, accrochez-vous parce que les statistiques donnent juste le vertige. Selon le PDG de Kaouna, Adam Marchik, rien qu'en 2013, écoute bien, Apple a envoyé depuis ses serveurs 7,4 trillions de notifications. Trillions. C'est un chiffre qu'on a même du mal à conceptualiser. C'est absurde. Et le pire, c'est que les experts estiment que moins de 15% des utilisateurs prennent la peine de modifier leurs paramètres par défaut. Ce qui veut dire en gros que 85% des gens laissent les créateurs d'applications dicter totalement leur attention. Ce qui est fascinant ici, c'est de réaliser l'inversion totale de la dynamique de pouvoir. Par défaut, lors de l'achat d'un téléphone, on signe littéralement un chèque en blanc à des entreprises technologiques pour qu'elles puissent interrompre notre journée, nos repas, notre sommeil, à n'importe quel moment. C'est une folie quand on le formule comme ça. Mais oui, reprendre le pouvoir implique de paramétrer finement la façon dont la machine a le droit de s'adresser à nous. Et il y a 2 niveaux d'intervention, 2 niveaux d'agression à désamorcer.
le son et le visuel. Commençons par le son, parce que c'est le plus violent. Une notification sonore, c'est l'intrusion ultime. Ça traverse les murs, ça coupe les conversations. Mais comment on fait le tri? Il y a des choses importantes quand même à pas rater. Le principe fondamental ici, c'est de séparer la communication synchrone de la communication asynchrone. Ok, on peut définir ça rapidement? Bien sûr. Pour le dire simplement, la communication synchrone requiert une interaction en temps réel. C'est la véritable urgence. Le son et les vibrations ne devraient être strictement limités qu'à cela, c'est-à-dire les appels téléphoniques et les SMS vitaux provenant de personnes réelles. C'est ça. Moi, j'avais bien utilisé une analogie visuelle pour ça. La communication synchrone, c'est quelqu'un qui vient te taper physiquement sur l'épaule dans la vraie vie. Tu es obligé de te tourner et de répondre. Alors que la communication asynchrone, c'est comme le facteur qui dépose du courrier dans ta boîte aux lettres physique au bout de l'allée. C'est super important, hein. Il y a peut-être des factures urgentes ou des lettres d'amour, mais tu n'as absolument pas besoin qu'une alarme hurle dans ton salon à la milliseconde où l'enveloppe touche le fond de la boîte. C'est une très bonne image. Tu iras vérifier le courrier quand toi tu auras décidé que c'est le moment de le faire. Et c'est exactement ça. Les emails, les messages sur les réseaux sociaux, les alertes d'actualité, tout cela est purement asynchrone. Ça attendra. Ce qui nous amène au deuxième niveau d'intervention, le paramétrage visuel. Les pastilles et les bannières. Oh mon Dieu, ces fameuses petites pastilles rouges, ces petits cercles avec un chiffre blanc à l'intérieur qui s'accrochent aux icônes. Le cauchemar des perfectionnistes. Mais pourquoi c'est si dur de les ignorer? Même quand on sait pertinemment que c'est juste une notification inutile, genre une promo pour un truc qu'on n'achètera jamais, on a l'impression d'avoir une démangeaison cérébrale tant qu'on n'a pas cliqué dessus pour faire disparaître ce satané chiffre. Eh bien, c'est dû à un phénomène qu'on appelle en psychologie l'effet Zeigarnik. Dans les années 1920, la psychologue Bluma Zeigarnik a remarqué un truc étonnant dans les restaurants. Les serveurs se souvenaient parfaitement des commandes complexes de leurs clients tant qu'elles n'étaient pas payées. Mais ils les oubliaient instantanément une fois l'addition réglée. Dingue. Oui, le cerveau humain déteste viscéralement les boucles ouvertes. Une tâche inachevée crée une tension cognitive inconfortable. Cette petite pastille rouge, avec son chiffre effronté, elle est conçue exactement pour créer une boucle ouverte dans notre esprit. Notre cerveau veut la fermer à tout prix pour effacer la tension. C'est de la pure manipulation psychologique. Donc la solution est radicale, on coupe ces alertes visuelles pour presque tout, sauf peut-être pour la communication asynchrone légitime, genre les messageries de travail critiques qu'on vérifiera encore une fois quand on sera prêt. C'est une vraie cure de silence pour les yeux en fait. Exactement. D'ailleurs, en parlant de silence, on ne peut pas parler de paramétrage sans évoquer l'arme secrète absolue, le bouclier ultime de nos téléphones, la fonction ne pas déranger. Je suis convaincue que beaucoup de gens la voient juste comme un petit bouton lune qu'on active vite fait au cinéma pour pas se faire engueuler par les voisins. Oh, c'est tellement plus que ça. C'est un véritable outil de conception de mode de vie. Évidemment, il faut l'utiliser pour sanctuariser ses heures de sommeil. C'est la base absolue de l'hygiène mentale. Mais on peut aussi l'utiliser pour créer des blocs de travail profonds, des moments d'immersion totale où l'on a vraiment besoin d'être imperturbable. Je t'arrête tout de suite parce que je connais l'objection numéro 1 qu'on se fait tous. L'angoisse viscérale du fameux « mais s'il y a une vraie urgence ». Si on est injoignable pendant 2 heures, on a tout de suite l'impression d'être un parent indigne ou un employé complètement irresponsable. C'est une peur très courante. Et les ingénieurs qui ont conçu ces systèmes connaissent parfaitement cette angoisse. C'est pourquoi le mode ne pas déranger est intelligemment paramétrable. On peut autoriser certaines personnes, comme nos conjoints, nos enfants ou un patron, à contourner le barrage à tout moment. Il existe aussi des fonctions très pratiques qui laissent passer l'appel si la même personne tente de nous joindre 2 fois en moins de 3 minutes, ce qui signale généralement une véritable urgence. C'est rassurant de savoir ça. Oui, au fond, la peur de rater une urgence est souvent une illusion qui nous maintient dans un état d'hypervigilance toxique. Absolument. Et il y a aussi une fonction dérivée que j'adore, c'est le mode en voiture. Au-delà du fait que c'est littéralement vital pour la sécurité au volant, c'est fascinant parce que ça envoie une réponse automatique à celui qui appelle. Un truc du genre « je suis au volant, je te rappelle ». Et l'idée avancée par notre analyse aujourd'hui, c'est d'assumer fièrement ce statut. On peut très bien l'actiser quand on ne conduit pas du tout, juste parce qu'on s'est posé pour lire un livre de notre fameuse catégorie aspiration. Assumer le fait d'être temporairement injoignable, c'est vraiment revendiquer la propriété de son propre temps. C'est une libération, pure et simple. C'est redevenir maître à bord. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, Sam? Faisons un petit bilan de notre mission. En moins d'1 heure chrono, on vient de renverser complètement la vapeur. On a purgé les applications zombies,
On a introduit de la friction pour les usages compulsifs en les déplaçant. On a assaini notre écran d'accueil en le purgeant des machines à sous de la dopamine. Et on a coupé le sifflet aux alertes sonores et visuelles qui exploitaient notre psychologie à notre insu. Notre appareil est passé du statut de maître omnipotent à celui de serviteur, un outil silencieux dans notre poche qui attend sagement nos instructions. C'est une belle victoire, mais c'est précisément à cet instant précis qu'une dynamique inattendue se produit. Une réflexion profonde qu'on doit poser là. Imaginons que tout ce que nous venons de décrire soit appliqué à la lettre. Le téléphone est là, muet, parfaitement organisé, sans aucune pastille rouge, sans aucun piège visuel ou sonore. Le silence s'installe. Que se passe-t-il dans l'esprit de l'utilisateur face à ce vide soudain? C'est vrai que posé comme ça peut être profondément déstabilisant. On n'a plus du tout l'habitude du vide en fait. Exactement. Nous venons littéralement de nous retirer notre tétine numérique. Sans ces sollicitations permanentes, sans ces déclencheurs externes pour nous distraire ou nous offrir une évasion instantanée, la moindre seconde d'inconfort, d'anxiété, de doute ou d'ennui ne peut plus être anesthésiée par un défilement frénétique. Nous sommes acculés. On se retrouve face à nous-mêmes. Voilà, nous sommes finalement obligés de faire face à la véritable source de notre envie de fuir. Nos propres déclencheurs internes. C'est là que l'on comprend que le téléphone, aussi bruyant soit-il, n'était finalement que le symptôme d'un besoin de distraction plus profond. Waouh, c'est une pensée vraiment vertigineuse pour clore cette réflexion. En reprenant le contrôle de l'outil physique, on dégage le terrain pour affronter la vraie bataille, celle qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre propre psychologie. C'est une transition parfaite vers nos prochaines explorations, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.